Je m'en reviens de 3 jours au Liban en compagnie du sénateur français Stéphane Ravier où nous sommes allés rencontrer les chrétiens d'Orient et voir quelle était la situation politique du pays. Le Liban, c'est un pays qui a connu la guerre, qui connaît désormais la crise économique, la submersion migratoire avec plus de 2 millions de réfugiés syriens présents sur le sol, une occupation militaire au sud par Israël, des tensions géopolitiques dans tous les sens. Alors, nous sommes allés au Liban pendant 3 jours pour rencontrer tant les chefs des partis politiques que des ministres ou alors les chefs des armées libanaises. Je m'appelle Alexandre Degalzin et ceci est un reportage pour Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Cette première rencontre officielle avec des dignitaires libanais, Stéphane Ravier l'a réalisée avec Adel Nassar, le nouveau ministre de la Justice du pays. Alors, durant cet entretien, comme dans d'autres, malheureusement, ainsi que vous le verrez, nous n'avons pas été autorisés à filmer. Cependant, ce que je peux vous dire tout de même, c'est que le sénateur français et le nouveau ministre de la Justice, donc, ont discuté de nombreux sujets, comme de la situation de la justice libanaise, notamment au niveau de l'enquête de l'explosion du port de Beyrouth, qui à ce jour n'a toujours pas été résolue, à part les forts soupçons qui pèsent bien sûr sur la communauté chiite et sur le Hezbollah. Et pour rappel, cette crise a tout de même provoqué 235 morts, une crise économique majeure au Liban ayant creusé un trou de pas moins de 70 milliards de dollars dans l'épargne privée des Libanais. Après avoir quitté le ministère de la Justice, nous nous rendons au siège du parti Kataeb, le parti phalangiste ayant permis l'indépendance du Liban il y a un peu plus de 70 ans maintenant. Et c'est ici que nous rencontrons Sami Gemayel, héritier d'une grande dynastie de politiciens chrétiens maronites libanais. Monsieur le ministre de la Justice, qui vous salue, qui vous demande de vous transmettre ses amitiés. Je crois que vous connaissez un peu. Pendant plus d'une heure, il discute avec Stéphane Ravier de sujets politiques comme de sujets un peu plus légers, notamment son soutien au PSG, qui énervera passablement le sénateur marseillais. Écoutez, le sénateur apprécie beaucoup Paris, mais le Marseillais se réjouit des défaites parisiennes. Là on gagne, donc... Vous êtes encore en quart ou en demi-finale là, en quart. Mais vous avez l'habitude de voyager en quart, les Parisiens. Ils reviennent souvent. Les chrétiens au Liban sont chez eux ici, ils sont comme ailleurs bien sûr, mais ils sont au pouvoir, ils sont proactifs, ce n'est pas une minorité qui est victime d'oppression, en tout cas plus aujourd'hui. Ce sont des députés, c'est 50% des 128 députés sont des chrétiens, alors de différentes natures on va dire, mais les chrétiens ici constituent une minorité démographique, puisque 65% de la population libanaise est musulmane et 35% est chrétienne, et parmi ces 35% en réalité il y a une partie qui vit à l'étranger, mais elle est comptabilisée comme étant libanaise au Liban. Donc ils sont minoritaires, mais ils sont au pouvoir. Le président de la République et le président libanais est chrétien, et il y a un bon nombre de ministres qui sont chrétiens, donc la situation des chrétiens au Liban est différente de celle que l'on peut malheureusement rencontrer dans d'autres pays de cette région. Mais il n'en demeure pas moins que, justement en raison de ce déséquilibre démographique, avec un taux de natalité chez les musulmans qui est évidemment parce qu'on le rencontre partout dans le monde, exponentiel, très dynamique. Et la natalité chrétienne, elle s'effondre, et ce phénomène de chrétiens minoritaires est accentué par une émigration. Les Libanais, et notamment la jeunesse libanaise, émigrent, estimant ne pas avoir d'avenir économique à court terme, ni même à moyen terme dans ce pays. Dernière rencontre de cette matinée pour Stéphane Ravier, celle avec Agop Pakradounian, le chef du parti Tashnag, représentant des Arméniens qui vivent au Liban. Ils se sont des rescapés du génocide arménien d'il y a désormais plus d'un siècle. Cette rencontre avec le chef du parti Tashnag, c'est un peu pour Stéphane Ravier une manière de parler à un autre pays où les chrétiens d'Orient sont menacés, l'Arménie.
And yesterday was the 15th. Aujourd'hui c'est le 14 avril et hier c'était le 13 avril, donc le 50e anniversaire du début de la guerre civile libanaise, de la guerre libanaise. De la guerre les autres au Liban. Je commettais cette erreur que de parler de guerre civile. Et on m'a expliqué. I never use civil war in Lebanon. The Christians are losing in number. Tout au long des années, les chrétiens ils sont en train de perdre sur le plan démographique, en termes de nombre, les musulmans, avec tous les respects que monsieur le député a pour les musulmans, en termes de nombre, on est beaucoup moins nombreux. Et sur les aspects économiques, sociaux, l'immigration des chrétiens, ce qui aussi aboutit à un affaiblissement drastique des chrétiens. Considered France these days. Donc que ce soit historiquement ou aujourd'hui, la France c'est l'un des seuls pays, on va dire, qui, pour ne pas dire que c'est le seul, qui défend et qui a toujours défendu la cause arménienne, qui a reconnu le génocide arménien, et ça a coûté parfois à la France, ça a coûté une détérioration des relations avec la Turquie, avec l'Azerbaïdjan et d'autres pays, parce que la France a reconnu le génocide arménien et a toujours défendu la cause arménienne, alors que monsieur considère que les Arméniens ils aiment la France, ils sont sûrs que la France aussi, les Français en général aussi, ils aiment les Arméniens et sont prêts à les soutenir et vice versa. En venant à la rencontre des chrétiens du Liban, nous ne pouvions pas passer à côté de la présence française de ces chrétiens libanais avec l'association SOS Chrétiens d'Orient qui œuvre à son échelle pour aider les habitants du pays. Son caractère est spécial et sa vocation est spéciale. Son histoire est spéciale, oui, symbolique. Oui, c'est très symbolique. De l'agression et de la résistance et de la... Voilà, pour le Liban en fait, pour un seul Liban avec toutes les confessions. Un attachement très émotionnel pour nous. Aidons-nous et Notre-Dame de Lourdes nous aidera. Oui, c'est ça. C'est le miracle. Oui. Nous vivons dans le miracle permanent. Alors, je vous l'ai dit, les chrétiens au Liban, c'est pas pareil que dans les autres pays de la région. Mais il y a quand même un besoin, il y a quand même des besoins et les volontaires des SOS Chrétiens d'Orient sont au travail. Ils ne manquent pas d'opportunités pour apporter une aide scolaire, matérielle, participer à des rénovations d'églises, etc. Ils sont très actifs et très appréciés. Je suis allé fait visiter, découvrir d'abord Notre-Dame de Lourdes, alors qu'il se trouve à un endroit, j'allais dire historiquement, stratégique. Il y a eu des affrontements, là, vraiment une sorte de ligne de démarcation entre les combattants du Hezbollah et les combattants chrétiens. Et on voit évidemment des traces de ces combats. Et puis, depuis, la vie a repris avec des bénévoles des SOS Chrétiens d'Orient, puis d'autres qui ont créé un dispensaire qui permet à une population démunie de tout, une population libanaise, chrétienne, de bénéficier de soins médicaux, de consultations, bientôt d'activités sportives, culturelles. Voilà, la vie reprend. Quelques bénévoles ici et là d'SOS Chrétiens d'Orient, des locaux, il y a un dispensaire. Le ministère de la Santé participe modestement, mais participe. C'est une reconnaissance du travail qui est fourni, de la pertinence des projets. Donc on peut être fier. Moi je suis assez fier que ces bénévoles venus de France participent à leur niveau, mais c'est une réalité à cette renaissance libanaise et chrétienne en particulier. Et il y avait un jeune homme qui était là depuis 6 mois et qui a vécu il y a le mois de novembre, c'était l'apocalypse ici au mois de novembre, c'était la guerre, ça bombardait, les drones, là, à quelques centaines de mètres du local dans lequel ces bénévoles se réunissent, dorment à quelques centaines de mètres. Donc chapeau bas, chapeau bas. Voilà, ils ont donné 6 mois, 1 an, plus pour d'autres de leur vie pour témoigner de leur solidarité de chrétiens. Et vraiment, ça fait chaud au cœur.
La rencontre avec le patriarche maronite Béchar Ahrai n'est pas seulement une rencontre politique, une rencontre institutionnelle, mais aussi une rencontre spirituelle pour le sénateur Stéphane Ravier, qui est lui-même un catholique pratiquant. Et je me souviens que la France est sous la double protection de Sainte Jeanne d'Arc et de la Vierge Marie, bien sûr. La France ne serait pas la France sans ses racines chrétiennes. Les deux hommes se rencontrent notamment autour de la personnalité de Jean-Paul II, qui les a beaucoup marqués, et puis également sur le rôle spirituel mené par la présence chrétienne au Levant, discontinu depuis des siècles et des siècles. Pour rappel, les chrétiens maronites font partie de l'Église catholique et forment sa branche orientale. Ils sortent de cet entretien en se tenant la main, signe de respect et également de tendresse à travers les deux côtés de la Méditerranée. Et l'un des plus beaux moments, c'était avec le patriarche. Sincèrement, quand il m'a pris par la main, quand on s'est levé, il m'a raccompagné. Alors ça se fait beaucoup, je crois, ici, de se prendre par la main. Mais quand même, c'était apaisant. C'était apaisant. Jean-Paul II, vous savez, moi je parle, je m'excite, je parle fort. Ça se refait pas. Là, c'est calme, on parle posément. Il y a un message d'espoir, vraiment, et puis on vous raccompagne en vous tenant la main. Non, mais c'était vraiment très émouvant, ça pose. C'est les moments forts ça restera là. Tant que je n'aurai pas l'Alzheimer, je m'en souviendrai. Ce mardi matin, ce sont deux rencontres majeures que nous avons été formellement interdits de filmer. Alors la première, c'est réalisée en compagnie de Rodolphe Haikal, le commandant en chef des armées libanaises. Alors ce chrétien maronite, qui parle d'ailleurs un assez bon français, comme nombre de chrétiens ici, a notamment évoqué deux problèmes majeurs qui frappent le Liban, la crise avec Israël qui occupe le sud du pays et les 2 millions de réfugiés syriens qui vivent au Liban, un pays, pour rappel, plus petit que la Gironde. Ces deux sujets d'importance cruciale ont été discutés aussi lors de notre second entretien, cette fois en compagnie du ministre de la Défense, Michel Ménassa. La coopération de la diplomatie française est effectivement cruciale pour le pays. Il faut dire qu'Israël n'a pour l'instant que peu d'intérêt à la stabilité de son voisin septentrional, qui pourrait bien devenir un concurrent avec le développement du port de Beyrouth. Et puis par ailleurs, aucun pays européen ne souhaite voir affluer 2 millions de réfugiés syriens supplémentaires, en plus de la submersion migratoire qui frappe actuellement notre continent. Lorsque le président libanais, qui est en train, avec son gouvernement, de reconstruire un État, demande à Israël de retirer ses troupes du sud Liban, Israël a beau jeu de dire mais vous n'êtes pas capable de désarmer totalement le Hezbollah, donc tant qu'il y aura une menace du Hezbollah, nous assurons notre sécurité, la sécurité d'Israël, par la présence de nos troupes dans le sud Liban qui servent de tampon. Donc les deux parties, je dirais, ont raison et tort à la fois. Il y a une occupation étrangère, celle d'Israël, mais du point de vue d'Israël, c'est pour protéger leur pays. Il y a cet objectif que de désarmer totalement le Hezbollah, que seul l'État et l'armée libanaise aient le monopole des armes. Et donc il faut que le Hezbollah accepte de rendre les armes, de déposer les armes pour que l'État libanais, le président libanais puisse apporter l'argument ultime, imparable, j'espère, à Israël, que de pouvoir quitter le sud Liban, de manière à ce que le Liban redevienne enfin un État souverain et décisionnaire par lui-même et pour lui-même. C'est 2 millions de réfugiés, de déplacés. Alors il y a une partie de cette masse qui est réfugiée parce que elle était victime, disait-elle, du régime de Bachar al-Assad. Maintenant que le régime de Bachar est tombé, il y a une autre vague qui est arrivée au Liban d'habitants qui ne soutiennent pas ou qui seraient victimes, qui seraient la cible du nouveau régime. Donc c'est la double peine pour les Libanais. C'est la double peine. C'est évidemment une anarchie totale. Vous vous rendez compte, il y a 4 millions d'habitants au Liban, 2 millions au moins de réfugiés qu'il faut assister en tout. Donc c'est énorme, c'est 50% de la population. Et puis c'est la consommation d'énergie. L'eau ici est très précieuse.
c'est de l'eau, c'est de l'électricité, c'est de la nourriture, donc c'est un poids gigantesque. Alors la communauté internationale met la main à la poche, mais au quotidien quand même, c'est de l'utilisation des ressources naturelles dont sont privés, ou qu'on le veuille ou pas, les Libanais qui n'en ont déjà pas assez pour eux. Nous sommes ensuite invités par le parti Kataeb à découvrir le musée de l'indépendance, qui est aussi le musée du parti Kataeb. Là, il est donc Dieu, la patrie, la famille. Ça vous rappelle quelque chose? Ici, nos guides nous font découvrir avec humour, et il faut le dire, un léger manque d'objectivité, la manière dont le Liban est devenu indépendant et la manière dont la Phalange a joué un rôle majeur dans cette libération. Nous aurions aimé avoir un bateau phénicien présent ici, mais nous n'avons pas la place. Nous avons été un peu rapidement sur l'histoire ancienne. Les communautés religieuses au Liban. Voilà. La mosaïque culturelle, parce qu'il faut savoir, il faut insister là-dessus, au Liban, le rite religieux, c'est plus qu'un rite religieux, c'est une histoire, c'est un patrimoine génétique, historique, c'est très compliqué. Donc la résistance qui était militaire s'est aussi transformée en une résistance politique et diplomatique. Donc Amin Jmeil a essayé par tous les moyens, de trouver des solutions à la crise libanaise. Donc il y a eu des conférences à Lausanne et à Genève avec toutes les parties libanaises, mais c'est toujours Hafez al-Assad, les Syriens qui bloquaient tout, qui menaçaient les gens. Si vous signez, on va vous tuer, vos familles. Ici, au sanctuaire de Notre-Dame du Liban, Stéphane Ravier allume une bougie et se recueille. J'ai été reçu comme un vrai sénateur et pas comme un demi ou un quart de sénateur. Mais au-delà du sénateur, je pense que j'ai été bien accueilli, surtout parce que j'étais français. Il y a vraiment une belle amitié. Vraiment, l'image de la France au Liban est une image extrêmement positive, même si Samir Jaja a des raisons de critiquer la politique menée par Emmanuel Macron. Il y a quand même encore dans le cœur des Libanais une amitié particulière pour la France. Et ça, on le ressent quand on est français, quand on vient ici, on est vraiment en situation d'amitié, vraiment deux peuples frères, qu'il ne faut pas gâcher cette amitié. Pour les Libanais et puis pour l'image de la France. Ce serait dommageable, mais ça serait dommageable surtout pour nos frères libanais à qui vraiment j'adresse encore une fois toute mon amitié, mon admiration et un exemple de courage dont je vais m'inspirer. Et vive le Liban chrétien. Comme nous allons le découvrir, l'histoire du Liban ne se limite pas seulement à son indépendance en 1943, mais à bien avant, dans une histoire médiévale et antique, riche, ainsi que nous allons le découvrir dans la ville de Batroun. La ville côtière est l'une des plus anciennes du Liban, avec plus de 3000 ans d'existence, et Stéphane Ravier aimerait bien réaliser un jumelage entre un arrondissement de Marseille et cette ville de Batroun. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous marchons dans ces petites rues pavées pittoresques au coucher du soleil. Dernière rencontre majeure que nous n'avons pas pu filmer, celle avec Samir Jaja. Nous accueille dans son domicile une résidence surveillée au cœur des montagnes, au nord de Beyrouth. La rencontre, il faut le dire, est assez impressionnante, d'autant que Samir Jaja est aujourd'hui à la tête des forces libanaises. C'est le premier parti politique du pays. C'est l'un des principaux, sinon le personnage principal de la politique libanaise. Alors, ce vieux phalangiste s'est montré, faut le dire, beaucoup plus direct dans ses réponses, à rebours des autres rencontres qui tendaient plutôt à brosser la France dans le sens du poil. Samir Jaja qui m'en parlait de façon assez directe. C'est un homme qui, vous savez, il ne prend pas 1000 chemins pour arriver, il y a un point A, un point B, il va directement, la ligne droite étant la ligne la plus rapide pour arriver à
à la conclusion de son propos. Voilà, avec Samir Jaja, on sait ce qu'il pense. Ce qu'il pense, il le dit. Et ce qu'il dit, il le fait. Je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais peut-être prennent-ils plus de temps, plus de forme, essaient d'être plus consensuels. On sent qu'avec Samir Jaja, le temps nous est compté et qu'il faut aller vite, droit au but, comme on dit chez nous. Et carrément, en opposition avec ce que j'ai pu entendre des autres présidents de parti, il estime que la France a un positionnement qui n'est pas cohérent, qui n'est pas logique. C'est un coup oui, un coup non, un coup peut-être, un coup on attend, mais c'est pas pressé, on verra. On va essayer de mettre tout le monde d'accord, on va prendre... Samir Jaja est plus tranché. Voilà, il est assez déçu de cet attentisme, de ces précautions, alors que le temps presse. Mais les forces libanaises sont le premier parti au Liban, comme quoi, quand on sait tenir sa ligne, quand on ne cède pas, quand on ne recule pas, quand on ne plie pas, ça prend du temps de convaincre, ça prend du temps, mais comme les faits sont têtus, ils finissent par vous donner raison. C'est une belle leçon qui nous est donnée, et il a 4 ministres au gouvernement. C'est vrai que j'ai pu rencontrer le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, le président de parti, le président Gemayel, du parti Kataeb, Samir Jaja. Les forces libanaises, c'est le premier parti représentant aussi du parti, on va dire, arménien. Tout est confessionnel ici, encore une fois. Et donc, très intéressant d'avoir leur point de vue. Tous, évidemment, convergent vers cette volonté de paix et d'un État souverain, d'une armée qui contrôle les armes, qui a le monopole des armes, pour qu'il y ait une confiance, que la confiance s'installe à nouveau et pour qu'il y ait un développement économique et que l'on en finisse avec cette image de libanisation. Vous savez qu'il y a en France cette image pour illustrer ce qui est en train de se passer en France, cette fracture ethnique, ces affrontements larvés entre communautés. Mais ici, c'est une tradition que d'être organisé en communauté. À ceci près que ici, justement, quand on est une communauté en agresse une autre, eh bien, la communauté réagit en tant que telle, en communauté, et notamment la communauté chrétienne, qui est évidemment celle qui est menacée ici. Alors je crois qu'on n'a pas de leçon à donner au Liban, surtout pas en matière de courage, d'unité et de solidarité, notamment de solidarité en tant que chrétien. Pour ce dernier jour au Liban, quelques heures avant de décoller, nous décidons de visiter le Parlement libanais en compagnie de Simon Abiramia, député et ami du président Joseph Aoun, qui est un grand spécialiste de la France. Ça, c'est le bâtiment des députés, des bureaux des députés. Donc aujourd'hui, le Parlement libanais est construit de l'hémicycle qu'on va voir. Ici, il y a tout ce qui est bureau, la direction administrative du Parlement. Alors, comme je disais, l'hémicycle, le bâtiment a été construit dans les 1934, qu'on a inauguré en 1937. Et tout ça, ça a été refait. C'est pas comme en France. Ici, c'est ça qui m'énerve quelque part. On n'a pas la culture de conserver tout ce qui est ancien, tout ce qui est historique. Donc, tous les 20 ans, voilà, on renouvelle. Surtout qu'il y a eu, comme je disais, au début, on était une quarantaine de députés. Après, on est passé à 56. Après, on est passé à 60. Mais ce n'est pas style tous les députés qui sont là. C'est-à-dire, il y a des députés qui appartiennent à des blocs, mais qui sont assis derrière. Voilà. Le Hezbollah derrière, voilà. Merci beaucoup. Il a été élu président en 2016. Et là, pareil, ça a suscité un espoir parce que les forces libanaises, les chrétiens étaient avec lui, il y avait les sunnites avec le courant de Hariri, pareil, qui le soutenait, le Hezbollah, bien évidemment. Et puis il y a eu aussi les Druzes de Jumblat. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très proche du président actuel, Joseph Aoun. On était ensemble à l'école et on essaye aujourd'hui de mettre en place une coalition politique et parlementaire pour l'aider
dans son mandat présidentiel afin qu'il puisse réussir dans son mandat et surtout appliquer le discours d'investiture qu'il avait prononcé suite à son élection. C'est un discours, à mon avis, fondateur pour la suite, pour la nouvelle République à laquelle tous on aspire. C'est un grand défi, c'est beaucoup de choses. Oui, mais ça doit être passionnant. Ce qui leur donne espoir, c'est la situation politique du pays, la situation de la région. Un gouvernement qui, effectivement, avec un président qui est l'ancien chef des armées, Joseph Aoun, qui fait l'unanimité, non seulement au Liban, mais aussi à l'extérieur de la communauté internationale. C'est un homme de bon sens qui prend, qui a pour ligne politique la réalité pragmatique, pas idéologique, et qui, même s'il est issu de l'armée, a quand même une connaissance du fonctionnement politique, et notamment libanais. Et puis avec un gouvernement qui rassemble toutes les composantes religieuses, parce que c'est constitutionnel ici. Il y a des sièges de députés réservés aux maronites, d'autres qui sont réservés aux orthodoxes, aux sunnites, aux chiites. Tout ça est régi par la Constitution, c'est normal ici. Et il y a donc un gouvernement avec un Premier ministre qui est chiite, mais tout le monde semble vouloir travailler dans le même sens pour sortir le Liban du chaos dans lequel il se trouve. Et cet espoir, il est d'autant plus fort que la situation en Syrie a changé, qu'il y a une certaine stabilité maintenant avec ce nouveau président dont on connaît le récent passé. Certes, il a un peu taillé sa barbe et mis une cravate. Ça ne fait pas de lui un démocrate auquel on peut avoir confiance, mais il a des prises de position, des déclarations assez cohérentes de reconnaissance du Liban. Ce qui est une grande première avec la Syrie, ce qui permet justement une pacification. Le président libanais a beaucoup œuvré pour qu'il n'y ait plus d'affrontements, qu'il y ait un vrai cessez-le-feu à la frontière libano-syrienne. Donc c'est déjà un grand pas en avant. C'est ce que m'a dit d'ailleurs le ministre de la Défense, que cet accord, que cette volonté signée par le président syrien, que de reconnaître le Liban en tant que pays souverain, c'est un grand soulagement. Le message des Libanais aux Français ou à la France, c'est ne nous abandonnez pas, ne tournez pas le dos à notre amitié historique. Nous sommes tous les deux, nous le Liban et vous la France, des pays chrétiens, même si la France a oublié son baptême. En tout cas, ceux qui se succèdent depuis 40 ans au pouvoir, le patriarche que j'ai rencontré aussi, le patriarche, nous étions tous les deux devant un magnifique portrait de Jean-Paul II qui a visité le Liban et qui a en son temps aussi rappelé à la France de ne pas oublier son baptême. Moi, je n'oublie pas le baptême de la France, je n'oublie pas que la France est chrétienne. Si la République est laïque, la France est chrétienne, et qu'à ce titre, pas simplement pour les institutions, à ce titre en tant que chrétiens, nous devons de conserver notre amitié avec le Liban, et par conséquent l'amitié, c'est beau l'amitié, mais ça doit se traduire par des actes. Quant aux Libanais, moi je les assure bien sûr de mon amitié. Je leur ai dit que je transmettrai au Sénat, à la Commission des Affaires étrangères et au ministre de la Défense et pourquoi pas au ministre de l'Économie et à Emmanuel Macron toute l'attente des Libanais, l'espoir qu'ont Libanais dans cette amitié franco-libanaise. Et moi je les remercie de l'exemple qui est le leur, de courage, d'unité chrétienne, d'unité nationale, de volonté de souveraineté, de volonté d'indépendance, d'avoir le courage de dire que l'immigration n'est pas une chance, mais elle est un véritable, devenu non seulement un poids, mais un véritable danger économique et identitaire. Donc moi je les remercie pour leur courage. Voilà. Quand on vient ici, et moi je vais quitter le Liban dans quelques minutes, dans quelques heures,
je repars finalement avec plein d'espoir. L'exemple donné par on a tendance à se dire, nous en France c'est trop tard, c'est fini, c'est cuit, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Venez voir au Liban, si c'est pas compliqué. D'ailleurs, le Liban, c'est le pays de la complexité par excellence. C'est historiquement compliqué. Et pourtant, il y a une vie, vous voyez, il y a une volonté de vie, il y a une volonté de renaissance. Le pays par lui-même, son peuple, ses infrastructures qui peuvent renaître, il y a vraiment tous les ingrédients pour que le Liban puisse redevenir la Suisse de l'Orient. Nos problèmes ne sont pas encore ceux du Liban, du niveau du Liban. Les Libanais y croient, eux. Nous aussi, on doit croire en la France et en notre capacité à surmonter nos problèmes à condition d'avoir, comme au Liban, des hommes et des femmes politiques courageux qui doivent passer du blabla à l'action. Donc il faut prendre cet exemple au Liban. C'est un pays phénix qui renaît de ses cendres à chaque fois. Parce qu'il est mis à l'épreuve depuis tant d'années, mais il revient, il ne lâche pas l'affaire. Il ne lâche pas l'affaire. Parce que l'affaire, c'est son pays, c'est racines chrétiennes. Et ça, c'est plus fort que tout.